Avec aujourd'hui Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur madame, Bompard. Bonjour messieurs. Vous aussi, vous n'aimez pas la France du Tour de France? Ah si, j'aime bien la France du Tour de France, j'aime bien le Tour de France, j'aime bien les compétitions sportives de manière générale. Pourquoi vous me posez cette question? Parce que votre collègue, la députée Chikirou, se moque d'une Elle a dit photo. qu'elle aimait pas la France du Tour de France sur cette photo. Elle dit, j'ai je crois ri qu'elle se moque un peu lorsqu'elle de voit Fabien Fabien Roussel qui prend en photo la voiture cochonou qui Mais passe. vous êtes d'accord, quand on se moque de Fabien Roussel, on se moque pas forcément du Tour de France, non? Et pourquoi elle se moque de Fabien Bonjour, Roussel? ça, vous lui posez la question. J'imagine que le côté mise en scène de je suis au Tour et je fais la photo. Moi, vous savez, je vais participer à des matchs. Ça m'arrive d'aller au Vélodrome, ça m'arrive d'aller voir des matchs de rugby. Je regarde parfois le Tour de France à la télévision. Je prends pas une photo devant ma télé. Donc il n'est pas montrer que sincère je le regarde. quand il se met en scène? J'en sais rien, mais je ne sais pas pourquoi vous essayez de traduire de cette photo que Sophia Chikirou ou la France Insoumise aurait un problème avec les compétitions sportives et les événements populaires. Là, franchement, c'est vous qui faites une extrapolation qui n'a rien à voir avec la photo que vous êtes en Donc train elle de se montrer. moque de Fabien Roussel, mais pas du Tour de France. J'ai l'impression que c'est ça. Après, je sais pas, elle a marqué j'ai ri. Donc, après, j'ai vu que Monsieur Diers voulait la faire disparaître pour ça. Donc j'ai trouvé que si quand moi, je quelqu'un fais fait une disparaître blague, personne. là, Alors, si, vous me dites il faut faire disparaître la France Insoumise. Il faut Donc, si dissoudre vous, LFI. quand on fait une blague, Dissoudre, la ouais. réponse que vous proposez, c'est de faire disparaître les gens. Je trouve que Je vais vous dire devriez vous pourquoi. calmer un petit peu. Hein. Bah, vous avez bien lu mon tweet. Je pense Je l'ai bien lu. Ouais, je pense que j'étais très vous choqué. opposez les gens. Vous opposez les gens. Et là, clairement, j'ai Alors, ri. Point. C'est une moquerie. Non mais C'est une moquerie. explique à ceux qui nous écoutent. Un mais peu écrit- d'humour de temps en temps, on a le droit. Hein, J'ai vous savez. écrit que dans ce tweet, au-delà de la personne de Fabien Roussel, Sophia Chikirou montre la détestation profonde de LFI pour ce qui est populaire. Mais en Parce fait, que pour vous, c'est beauf. Parce que cochonou, c'est beauf et vous aimez pas. Alors qu'en réalité, c'est ça la France. Et moi, c'est la France que j'aime. Et donc, en le fait- tweet de Chikirou, je me suis senti agressé comme de nombreux Français. Et donc, je lui ai répondu gentiment. que vous Parce allez, que vous en allez la réalité- faire disparaître. Non, mais alors vous savez- dissoudre LFI. Et en Dissoudre, c'est pire encore. Dissoudre LFI. Pourquoi? Parce que Oui. vous portez atteinte à l'unité nationale. Ok, vous cherchez à dresser les gens les uns on va contre pas les autres. passer l'émission sur Mais ce c'est pas sujet. drôle. Mais Vous je êtes un pense que tout le responsable monde- politique. Je pense que tout le Vous monde ne aura pouvez vu pas que vous, quand on opposer fait les gens une comme ça. blague sur quelqu'un qui se prend en C'est pas photo une à côté blague. du Tour de France, vous C'est pas une proposez de blague. le dissoudre. Vous alors savez là, je sais très pas bien qui que c'est pas oppose une qui à blague. qui. Vous savez qui a très des bien réponses que extrêmement Sophia violentes, mais je crois que c'est vous, Chirikou est assez Chikirou, par intelligente. contre, faites attention, juste, Chirikou voilà. est assez Chikirou, intelligente. vous allez y arriver. Allez, Chikirou, faites pardon. un petit effort. Elle vous est allez assez voir. intelligente pour faire de la politique dans son tweet. C'est pas une blague. Elle fait pas des blagues. Allez. Elle fait pas de la politique pour faire Monsieur, des blagues. monsieur, Elle fait de la politique. Monsieur. À quel moment la France Insoumise a fait quelques propositions politiques que ce soit contre des événements sportifs ou des événements populaires? À quel moment? À c'est quel plus moment? subtil Juste que à quel ça. moment? Parce que sinon, C'est plus en fait, subtil vous que ça. racontez n'importe quoi. Non, donc, là vous refusez moi, je de vais pas répondre. passer. Mais non, En réalité, justement, mais passons non, à mais autre chose. je crois que j'ai assez répondu. en fait. Elle oppose de Donc elle vous oppose de êtes, France. vous avez un Antoine- fantasme sur la France Insoumise et je vous J'ai pas de recommande fantasme. de laisser Allez, tomber votre Alors, fantasme. Antoine Ah, Diers d'accord, ouais. veut vous dissoudre, mais vous voulez dissoudre la police municipale. Non, Pourquoi? pas du tout. Ah ouais. Alors là, c'est pareil. Je sais pas. Je propose qu'on essaye d'avoir, si vous voulez bien, un débat sérieux sur le sujet, parce que c'est quand On est même une toujours très question sérieux, centrale, la question de savoir comment on garantit la sécurité, la tranquillité publique. La proposition que nous formulons au niveau national, c'est de dire que, de notre point de vue, la police municipale, elle devrait être intégrée au sein de la police nationale, elle devrait être redéployée sous forme de police de proximité, parce que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Est-ce que vous savez, par exemple, parce que c'est intéressant, que après des années et des années de politique avec une forme d'idéologie ultra sécuritaire, aux États-Unis, par exemple, à Détroit et à San Francisco, on vient de mettre en place des polices de proximité. Vous savez quel est le résultat de la mise en place de ces polices de proximité? C'est 50% de baisse La de la police municipale, criminalité. c'est la police de proximité. 50% de baisse de la criminalité, 80% de baisse du trafic de drogue. Donc moi, je veux bien... D'accord, mais la qu'on fasse police les municipale, discours c'est la police de proximité. Il y a même Non, pas beaucoup du de tout. maires de gauche qui aujourd'hui ont une police municipale, qui mettent des caméras de vidéosurveillance. C'est pour ça que la sortie de Mathilde Panot semble incompréhensible au sein même de la gauche. C'est pas moi, c'est Olivier Faure qui dit que c'est pas crédible. Fabien Roussel, toujours lui, dit que vous êtes hors sol. En fait, vous vous rendez pas compte que les Français ont besoin de sécurité et que ça les rassure de voir des policiers municipaux armés qui sont dans la rue. Monsieur Truchot, vous vous rendez pas compte, vous êtes hors sol. On a le droit de proposer un autre chemin, y compris Non, en mais c'est matière Olivier de Faure qui dit politique ça. de sécurité. Ça veut pas dire qu'on n'est pas préoccupé Mais- par la problématique de la Mais quelle sécurité des Françaises et des Français. la Allez-y, police de monsieur. proximité, on a bien connu ça à Toulouse, puisque c'est le patron de la police à l'époque qui s'était fait incendier par Sarkozy, parce que Sarkozy Exactement. disait que les policiers de l'avait proximité supprimé. jouaient au foot avec C'est vrai. avec les jeunes du Mirail. Mais la police de proximité, elle est armée quand même. Hein. Non, Il y a pas des tout- gens qui ont les mains dans les poches. Hein. Non, mais attendez, on peut. Vous ne voulez pas remettre être quoi, un armé bâton de par- berger à la place, à la main? Ah non, C'est quoi cochonou, l'histoire? j'aime pas. Non, mais monsieur, bon, Non, mais- d'abord,
Non, mais Franchement. au-delà la petite vanne, mais Allez-y. non, mais franchement, quand on On se va, parle franchement. quand on va faire les îlotiers ou la police de proximité dans des zones qui sont connues pour être des zones violentes, vous ne pouvez pas y envoyer des gens sans qu'ils soient un tant soit peu armés. Est-ce que vous quoi. leur Ou alors, laisseriez, ou alors vraiment, justement, c'est du qu'est-ce que romantisme vous de leur base. laisseriez Mais attendez. comme équipement. D'abord, on va dire les choses franchement. Il y a des villes, y compris des villes, une ville de plus de 100 000 habitants où il n'y a pas de police municipale. C'est le cas à Brest, par exemple. Pourquoi ? Parce que de longue date, et c'est pas nouveau, il y a eu un long débat depuis des années et des années, y compris, est-ce que vous savez que Jacques Chirac, quand il était candidat à la mairie de Paris, était contre la création d'une police municipale. Pour quelle raison ? Parce que on considère, et moi je considère, et je suis d'accord d'ailleurs avec les arguments qu'il utilisait à l'époque, que la prérogative en matière de sécurité, c'est une prérogative régalienne et c'est une prérogative nationale. Pourquoi ? Parce que sinon vous créez une inégalité de fait sur le territoire, c'est-à-dire que les communes qui ont beaucoup de moyens, ça va être des communes dans lesquelles peut-être on va développer une police de proximité avec des polices municipales avec des effectifs importants, et les communes qui en ont moins, alors ça veut dire quoi ? Que les gens qui sont dans des communes pauvres, ils ont moins le droit à la sécurité que dans les communes riches. Je pense que personne ne peut être d'accord avec ça. Donc moi, je considère que la prérogative régalienne de la sécurité, elle appartient à l'État, et que c'est à l'État de mettre les moyens pour garantir la sécurité dans chacune de nos communes. Or, la vérité, c'est que depuis des années et des années, l'État se désengage. Quand je vois M. Retailleau qui essaye de nous donner des leçons sur ce sujet, pardon, mais quand M. Sarkozy était président de la République, non seulement on a supprimé la police de proximité, mais on a supprimé 10 000 postes dans la police nationale. Mais Mathilde Panot a dit que quand un maire, quand un insoumis deviendra maire, il supprime la police municipale, parce que c'est pas la prérogative d'en faire des fonctionnaires Attendez, nationaux. je termine mon raisonnement et après je réponds à votre question. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que depuis des années et des années, l'État s'est désengagé en matière de développement de la police nationale, et que maintenant on dit aux collectivités locales, c'est vous qui allez vous substituer à notre désengagement. Mais pardon, mais les communes, elles ont d'autres prérogatives, elles ont d'autres priorités que d'endosser les missions de la police nationale. Le maire est un officier de sécurité. Hein. Très bien, mais c'est la police nationale qui doit garantir notre droit à vivre en paix, en tranquillité et en sécurité. Et c'est pas aux collectivités locales de se substituer au désengagement de l'État sur ce sujet. Juste ce que je voudrais comprendre, c'est oui. C'est vraiment, on enlève mais complètement. Non, on n'a jamais dit ça. Voilà, on enlève complètement la police municipale, ou vous laissez une police municipale, par exemple, qui n'aura plus d'armes létales, mais qui aura encore, notre je sais pas, celle que je vous ai dite, c'est de un carnet de contravention. C'est un rapport de force au niveau national, c'est une décision nationale, mais c'est de réintégrer vos maires, parce que ce sera dans le programme de vos candidats à la municipalité. Hier sur BFM TV avec Olivier, nous interrogions Aurélien Lecoq, j'ai vu. Non, il y a eu Aurélien Lecoq. En deuxième partie, il y avait le candidat Monsieur Pigmal. Monsieur Pigmal sera candidat à Toulouse. Oui. Et qui a dit en fait, voilà, il disait pas tout à fait la même chose. Je crois qu'il disait la même chose que moi. Non, il dit il disait plus d'armes létales, mais ils pourront continuer d'avoir éventuellement des. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous prenez du matériel, de l'équipement, voilà. Et personne n'a dit qu'ils allaient être déséquipés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pour ça qu'on essaie de comprendre ce que vous présenterez comme programme. Mais est-ce que vous savez quand même qu'il y a à peu près 50% des polices municipales aujourd'hui, actuellement, qui ne sont pas armées, qu'il n'y a pas d'armement pour la police municipale à Nantes, qu'il n'y a pas d'armement pour la police municipale à Lille, même dans les villes gauches, on y vient. Même dans les villes gauches, on y vient. À Paris, écoutez, là, je suis en train de vous parler de grandes villes dans lesquelles il n'y a pas d'armement de la police municipale. Puis finalement, elle a mis en place. Le maire de Bordeaux était contre la vidéosurveillance et finalement, il la développe. En fait, quand les gens de gauche, mais parce que vous n'avez pas beaucoup de maires, les insoumis, mais quand les gens de gauche et de droite deviennent maires, ils font face aux réalités et un peu l'idéologie passe après. Non, justement, là c'est vous qui faites passer l'idéologie. Si vous devenez maire de Marseille, Manuel Bompard, je suis sûr que vous changerez d'avis. C'est vous qui faites passer l'idéologie avant. C'est vous qui avez une proposition. Voilà, vous relayez des gens qui font passer l'idéologie avant. Mais les Français veulent une police municipale armée. Non, les Français, tous les sondages le disent. Les Français, ils veulent pouvoir vivre en tranquillité, en paix, en sécurité. Ils veulent que les policiers puissent se défendre. Et donc après la question, et c'est là où on a un débat, c'est la question de quelle est la meilleure manière de garantir ça. Et ben, de mon point de vue, la meilleure manière de garantir ça, c'est de la police de proximité, de l'îlotage, avec de la présence humaine. Comment vous garantissez la sécurité du policier ? Comment vous garantissez la sécurité du policier ? Comment vous garantissez en Grande-Bretagne, il y a à peine 5% des effectifs de police qui sont armés. Vous le savez, la police britannique, elle est essentiellement pas armée. Et que disent les policiers britanniques dans les sondages quand on les interroge, quand on leur pose la question de savoir s'ils veulent tous être armés? Ils disent non, ça nous va très bien comme système, c'est-à-dire
C'est-à-dire que vous avez des effectifs qui sont des effectifs armés et vous avez une partie de la police municipale qui est là pour faire de la prévention, pour faire de la discussion, pour faire, y compris détecter, mettre en sécurité et appeler les effectifs qui sont armés pour venir intervenir quand c'est nécessaire. Et les terroristes, comme vous les terroristes, c'est les conservateurs. Les bobbies, comme vous les appelez, quand vous leur posez la question, ils vous disent pas qu'ils veulent être armés parce qu'ils savent que plus ils sont armés, plus ils sont en danger. Que quand on veut armer des gens, il faut leur donner une formation pour pouvoir utiliser les armes. Donc moi, je veux bien qu'on ait ce débat. J'ai pas de problème avec ce débat, mais si possible, pas un débat sur la caricature avec ceux qui voudraient défendre la sécurité, c'est qui voudraient pas la défendre. C'est pas ça. Vas-y, Joël. Madame, pardon. Joël Dagossel. En fait, moi, je suis plutôt pour des politiques qui savent un peu sortir des sentiers battus. Et sur la sécurité, on a quelque chose, c'est du toujours plus sécuritaire et toujours plus d'armes. Personnellement, au regard de la société, je serais pour pencher de ce côté-là. Mais maintenant, je vous reconnais le droit, quand même, et j'ai l'impression qu'on ne vous reconnaît pas ce droit, je vous reconnais le droit de penser autrement et de proposer une autre solution. Voilà. Mais la chose que je vous reproche, c'est celle que je reproche à beaucoup de politiques français, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que, pour moi, il serait pertinent effectivement d'aller dans la désescalade, parce que là on a une sorte d'escalade de la du sécuritaire. Il serait intéressant d'aller vers de la désescalade, et c'est peut-être ce que vous proposez. Oui. Mais il faut mettre plein de choses en place au niveau de la société pour arriver à ça. Et j'entends pas ce que vous proposez comme concept global qui permettrait qu'à un moment on puisse dire ok, plus besoin de police municipale armée, on désarme la police tel qu'on le voit à Londres par exemple. Je vais souvent à Londres et je vois très bien effectivement, vous voyez, les policiers sont même cool, là, je vous dis, ils sont cool comparés à ici. Vous avez l'impression que vous pouvez leur parler, etc. Enfin, il y a vraiment une approche cool de la population qu'il n'y a pas ici. Mais quel est votre... Tu vas dans quel quartier à Londres ? Non, mais quel est votre... Non, mais j'ai fait plein de quartiers. J'ai fait des quartiers très populaires. Mon frère habite dans un quartier très populaire, etc. Et je t'assure que... Voilà. Donc, je reconnais votre droit de penser autrement, mais simplement... Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'on puisse à un moment, parce que c'est pas tout de suite. Moi, 2026, vous me dites police municipale sans armes, je vous dis absolument pas. En 2026, j'ai des enfants qui meurent dans la rue, j'ai des attaques à la machette et au couteau, j'ai des agressions de profs, j'ai des tueries de surveillants, et vous me parlez de désarmement. Alors, moi, je peux pas. D'abord, je vous remercie de prendre le débat comme ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse avoir ce débat, et c'est un débat solution contre solution. Il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Ensuite, moi, je suis tout à fait d'accord avec la perspective que vous dressez. Je suis effectivement favorable à une doctrine de maintien de l'ordre qui est une doctrine qui se base sur un principe de désescalade. Évidemment que c'est progressif, madame. Personne d'entre nous dit on va prendre la tête de commune en 2026 et on va supprimer, j'ai entendu dire n'importe quoi, c'est pas pour 2026. Les propos de Mathilde Panot, on va supprimer toutes les caméras de vidéosurveillance et on va désarmer immédiatement les polices municipales. On n'a jamais dit ça. On a dit, de notre point de vue, ces missions, elles doivent être réintégrées dans la police nationale et il faut avoir une doctrine de désescalade avec plus d'effectifs dans la rue, plus d'îlotage, plus de gens qui sont au contact de la population, moins d'interventions qui sont des interventions musclées de gens qui viennent d'ailleurs que personne ne connaît. Parce que quand vous avez des effectifs sur le terrain, c'est d'abord des gens qui nouent des relations avec la population. C'est un rapport police-population qui a un rapport mais plus... la police, elle est pas là pour la population, elle est là pour les délinquants. Elle est là pour lutter contre les délinquants. Elle est là pour protéger la population, la police. On est d'accord. Et pour protéger la population, elle lutte contre des délinquants. Bah voilà. Eh ben oui, mais quand vous êtes sur le terrain, monsieur, vous pouvez détecter des choses. Quand, par exemple, prenons le débat, parce que c'est le deuxième débat qui a été engagé là-dessus. Le contact avec la population n'est pas impossible quand on porte une arme. Regardez, prenons le débat sur la vidéosurveillance. Aujourd'hui, est-ce que vous préférez avoir une personne qui est dans la rue, qui se déplace, on peut pas en mettre partout. Ou est-ce que vous proposez avoir une personne qui est enfermée dans un endroit... Là, vous êtes démagogique. Vous savez savez très bien qu'on ne pourra pas mettre un policier sur chaque quai de gare. Et donc, vous pensez qu'on peut mettre une caméra sur chaque quai de gare, oui. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est rassurant. Pour les femmes, notamment, qui rentrent seules le soir, savoir que c'est filmé et que ça peut dissuader certains d'intervenir, oui, je pense que c'est rassurant. Moi, je veux bien qu'on ait les propos comme ça, mais moi, pardon, j'essaie d'avoir... Interroger les femmes autour de vous, je pense qu'elles sont assez contentes de savoir que c'est filmé. Monsieur Truchot, sur l'efficacité de la vidéosurveillance, il y a eu des études aux États-Unis, il y a eu des études en Grande-Bretagne, il y a eu des études en France, il y a eu des études en Australie. Partout, ça dit la même chose. Ça n'a aucun impact sur la baisse de la criminalité et ça a un impact marginal à hauteur de 2%. C'est une enquête de la gendarmerie pour aider à élucider certains. Donc ça ne sert à rien, la vidéosurveillance. Ça sert de manière marginale dans l'élucidation. Sauf que ça coûte extrêmement cher. Bah oui, et qu'à chaque fois que vous allez mettre 4 caméras, ça va coûter la même chose que d'avoir un effectif dans la rue. Et ben moi, je préfère avoir un effectif dans la rue que 4 caméras. Oui, mais voilà. Pas en mettre partout. La délinquance, elle se déplace. C'est pas en mettre partout. C'est pas en mettre
mettre partout. Sur chaque Edgar, C'est un arbitrage des points de budgétaire. deal. Surtout dans le contexte dans lequel on est en train de nous Ouais, mais dire vous voyez, qu'on va baisser les moyens des collectivités locales. Donc moi, je préfère On va y revenir. avoir des gens, des effectifs, de la présence humaine sur le terrain, plutôt que des caméras avec Oui, mais personne sauf que, devant pour les Emmanuel, regarder. Bompard, ça sauf peut que paraître si on assez reprend l'exemple- paradoxal parce que vous citiez l'exemple de Londres, où vous avez raison, la police n'est pas armée. Les caméras partout. Mais Londres, il y a 700 000 caméras. Ça fait 70 caméras pour 1000 habitants. C'est l'une des villes les plus équipées en Donc, caméras de eh ben, vidéosurveillance. si vous voulez. Là, l'exemple anglais, vous le suivez plus. Mais j'ai pas dit que je suivais l'exemple anglais surtout. Je vois pas en quoi je peux prendre des choses que je Non, mais trouve parce que la bien sécurité, c'est en un ensemble. Angleterre et des choses que je trouve Non, mais bien parce que ailleurs. La sécurité, c'est un ensemble. Oui, Politique, d'accord, c'est un ensemble. C'est pas Donc seulement. vous êtes pour désarmer toute la police s'il y a des caméras de vidéosurveillance? En tout cas, Non, parce que comme c'est un ensemble. En tout cas, on peut être pour des choses qui protègent les citoyens quand Mais même. attendez, ne faites pas ce débat de cette manière, s'il vous plaît. Qui ne veut pas protéger les Mais citoyens? vous avez entendu ce qu'a dit connaissez Bruno une Retailleau? personne Bruno Retailleau a dit Mathilde Panot nous a donné un argument formidable pour les prochaines municipales. Partout, on ira dire la qu'il France le fasse. insoumise Moi, j'ai pas peur met de votre ce débat. sécurité en danger. Moi, j'ai pas peur de ce débat. Ces gens-là, ils dirigent nos communes depuis des années et des années et des décennies et des décennies. Ils ont dirigé le pays. Monsieur Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, ensuite président de la République. Monsieur Retailleau est ministre de l'Intérieur depuis 1 an. Et ces gens-là, ils vont nous donner des leçons. Monsieur Sarkozy, il a supprimé 10 000 postes de policiers Oui, mais municipaux. depuis, Il a supprimé la police de proximité alors qu'elle avait très bien fonctionné. Et c'est ces gens-là qui vont nous donner des leçons à nous en matière de politique de sécurité. Pardon, moi je suis prêt au débat avec eux sur ce sujet, mais en tout cas, franchement, je vais pas recevoir leurs leçons. On va à débat dans les GG aujourd'hui. C'est avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, que nous débattons. Parlons de l'année blanche. L'année blanche pour le budget, c'est la nouvelle piste du gouvernement. Alors, il faut expliquer de quoi il s'agit. En fait, ça consiste à reconduire à l'identique les dépenses de l'État d'une année sur l'autre, sans tenir compte de l'inflation. Ce qui fait que, par exemple, pour les retraites, c'est gelé pour 1 an, donc c'est des retraites un peu moins. Voilà. Les prestations sociales, pareil. Le barème de l'impôt sur le revenu, ça veut dire que pour certains, c'est plus d'impôts. Alors, est-ce que c'est quand même une bonne piste ou pas? Non, pas du tout. C'est une très mauvaise piste. C'est une très mauvaise piste d'abord parce qu'elle va reposer sur les gens, vous l'avez dit, avec des impacts. Ça veut dire que tous les Français feraient un effort. Enfin tous, peut-être pas tous de la même nature, parce que ceux qui déjà galèrent pour finir les fins de mois, ils galéreront encore plus pour finir les fins de mois, et ceux qui placent des centaines de milliers d'euros sur des comptes en banque, peut-être qu'ils en placeront un petit peu moins, mais vous voyez, l'impact il va pas être exactement le même du point de vue des conditions matérielles de vie et d'existence. Donc c'est une très mauvaise mesure, et c'est par ailleurs une très, très mauvaise mesure parce que elle va avoir ce qu'on appelle un effet récessif sur l'économie. Parce que le problème, c'est que vous êtes aujourd'hui dans des politiques qui sont des politiques de cercle vicieux, c'est-à-dire que vous réduisez l'investissement public, vous réduisez le pouvoir d'achat, vous réduisez la consommation populaire, et à la fin, vous réduisez les rentrées fiscales. Et l'année prochaine, vous avez encore plus de problèmes à régler. Clément Beaune, par exemple, puisqu'il défend cette idée, c'est le haut commissaire au plan, l'ancien ministre, il dit, c'est simple, il y a l'automaticité en fait, et donc le rendement est très important. C'est près de 20 milliards qu'on peut récupérer dans les caisses de l'État. Moi, je lui propose quelque chose de simple et qui va rapporter 20 milliards. C'est d'introduire, comme l'ont proposé hier 7 prix Nobel d'économie, ce qu'on appelle la taxe Zuckman, c'est-à-dire un impôt minimal de 2% sur le patrimoine des gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Bon, ça concerne 1800 personnes. Et ça permet de rentrer entre 15 et 20 milliards d'euros. Vous voyez, c'est simple, c'est facile à mettre en place. Ça va toucher 1800 personnes et pas l'entièreté de la population, et ça permet de rentrer la même recette. Donc, après, les gens, ils choisissent. S'ils veulent la proposition de M. Bonne, ils voteront pour les candidats macronistes. S'ils veulent et l'année suivante, ces ultra-riches quitteront la France. Plus là pour payer ah bon? Et sur la base de quoi vous dites ça? Sur la base non, mais juste marre de payer parce que vous dites ça comme ça. Parce que Bernard Arnault, quasiment publiquement, un jour l'a évoqué. Ah ouais. Et donc vous avez lu la proposition de loi de la taxe Zuckman. Vous l'avez lu. Et vous savez qu'il y a dedans un dispositif qui consiste à ce que si quelqu'un part pendant 5 ans, il continue à payer son impôt en France. Vous l'avez vu ça? Donc en fait, il peut pas partir. Enfin, il peut partir, mais il continuera à payer. Donc en fait, ça n'aura aucun impact s'il décide de partir. Premièrement. Deuxièmement, c'est exactement l'argument qu'on nous a utilisé pour expliquer qu'il fallait supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune parce que les gens partaient et que quand on allait supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, les gens allaient revenir. Vous avez regardé les études qui ont été faites sur l'impact en termes de retour fiscal de gens qui seraient partis à cause de l'impôt sur la fortune? Marginal. Oui, enfin, quasiment inexistant. Quasiment inexistant. Donc il ne faut pas... Moi j'entendais un peu votre débat avant de venir, je vous écoutais. Oui, ils n'aiment pas les riches, etc. Ce n'est pas le sujet de les aimer ou de ne pas les aimer. C'est le sujet qu'on est face à une difficulté aujourd'hui. Oui, mais c'est aussi facile que l'année blanche, en fait. Attendez, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir,
la fortune des 500 plus riches de ce pays, elle a été multipliée par 2. Et par contre, vous avez atteint hier des records historiques de pauvreté. Pardon, c'est pas pour sanctionner les uns ou les autres. D'accord, mais c'est pas toujours la facilité. Justice. L'année blanche, c'est peut-être la facilité, mais de dire on va taxer les ultra riches aussi la facilité. C'est-à-dire qu'on se pose plus la question de à quoi sert l'argent public, à quoi doit-on l'utiliser. Parce que c'est ça qu'on attend d'un politique, c'est nous redéfinir les missions de l'État. Est-ce qu'on doit mettre l'argent là ou là? Parce qu'on dépense trop aujourd'hui. Les deux. Non, on dépense pas trop. Ah bon? Non, on est pas endetté. Non, on est endetté, mais on dépense pas trop. C'est pas exactement la même chose. Vous savez, le déficit quand on a un déficit, et l'endettement aussi. Non, quand on a un déficit, c'est qu'on dépense plus que ce qu'on récupère. C'est ça un déficit. Oui. Donc vous pouvez décider que c'est parce qu'on dépense trop, et puis moi je peux décider que c'est parce qu'on récquire pas assez. Voilà. Et moi je considère que on est déjà un des pays les plus taxés au monde. Comment vous le taxez? Un des pays les plus taxés au monde. Sur la base de quoi vous dites ça en fait? En termes de non, pas d'études. De quoi précisément? Mais en fait, en termes de prélèvement par la puissance publique sur la richesse créée, on est parmi les plus hauts au monde. C'est ça. Alors je vais vous dire pourquoi votre argument est de mauvaise foi. Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Je vais vous répondre. Je vais vous dire pourquoi votre argument est de mauvaise foi. Parce que vous comparez des pays comme la France, dans lequel il y a un système de protection sociale, dans lequel il y a une sécurité sociale, et des pays dans lesquels il n'y en a pas. Et donc vous comparez deux systèmes qui n'ont aucun rapport. Mais si vous préférez, il y a plus de pauvres avec notre système. Si vous préférez qu'il n'y ait pas de sécurité sociale et qu'il faille aller passer à des assurances privées quand vous êtes malade pour être soigné, qu'il n'y ait pas de retraite et que vous préférez que ça soit la retraite par capitalisation et la loterie, mais proposez-le, il n'y a pas de problème. Mais moi, pardon, je suis attaché au système de retraite par répartition, je suis attaché à la protection sociale, à la sécurité sociale. Et j'ai pas envie de le remettre en cause. S'il vous plaît, c'est vraiment. Je comprends vos arguments et le système social, on a grandi avec ça et on a tous été bercés avec ce système social qui serait le plus génial au monde. Simplement, ce que je dis moi, c'est qu'une personne, par exemple, qui est issue d'une famille pauvre, qui a travaillé tout son parcours scolaire très durement pour aller dans des écoles, devenir ingénieur, etc. À la fin, en France, on va lui donner 35 000 euros, 45 000 euros à tout casser pour toutes ces années d'études, tout cet investissement. Et cette personne, elle va décider de partir à côté, tous, en Suisse, juste pour gagner 70 000 ou 75 000 euros. Et donc, tout cet investissement, tout ce système génial, social, investi dans le parcours d'un jeune qui a travaillé et qui a réussi, perdu pour la France, parce que lui, il aura choisi non pas de bénéficier du système social, mais de bénéficier du fruit de son travail, c'est-à-dire de ses revenus, et de partir en Suisse. Donc, excusez-moi. Elle n'est pas dans les personnes qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Mais non, mais elle n'est pas concernée. Mais vous ignorez, en fait, vous ignorez la force de travail des gens. Vous ignorez toute cette population qui travaille très durement, juste pour s'en sortir, ou même pour s'en sortir très bien. Précisément, je l'ignore pas, c'est l'inverse. Si, parce que ces gens-là, ils veulent partir, monsieur Bompard. Et vous me parlez des ultra-riches. Vous me parlez des ultra-riches. Mais moi, je m'en fiche des ultra-riches. Moi, je fais partie d'une classe sociale très modeste, qui travaille énormément et qui pense à partir, parce qu'en fait, moi, je m'en fiche que Bernard Arnault, il ait 100 milliards sur son compte. Moi, je regarde juste que quand je touche 3 000 euros, on m'en prend 1 500. Et ça, c'est plus possible. Je vais vous répondre. Vous voulez bien que je vous réponde en deux phrases? Parce qu'en fait, vous ne devriez pas vous en ficher, parce que je vais vous dire, parce qu'on ne taxe pas suffisamment les ultra-riches. Parce que là, on parle de gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. La rentabilité de leur patrimoine chaque année, c'est 6%. C'est-à-dire que là, je vais proposer de leur prendre 2% sur les 6%, ils vont continuer à s'enrichir. Parce que vous ne voulez pas les taxer, eux, madame, à la fin, ça repose sur les classes populaires. Vous devriez essayer de me détaxer. Non, essayez de me détaxer. De manière très concrète. La proposition de réforme de l'impôt sur le revenu que nous faisons, c'est de rajouter 14 tranches. Ça se traduit par le fait que les impôts vont baisser ou rester au même niveau pour 92% des Françaises et des Français. Donc les gens dont vous me parlez, moi, je ne propose pas qu'ils payent plus d'impôts, je propose qu'ils en payent moins. Mais pour qu'ils en payent moins, il faut que les ultra-riches, ceux qui, eux, ont vu leur fortune doubler, soient mis davantage à contribution. Ça s'appelle la justice fiscale. Vous avez raison, il faut que les gens qui travaillent, ils puissent vivre de leur travail, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour ça, il faut faire reposer l'effort sur ceux qui ont les moyens, pas sur ceux qui ne l'ont pas. Vous avez fait référence à notre système social, qui est certainement le meilleur au monde, je suis d'accord avec vous, notamment par l'assurance maladie. Il n'en reste pas moins que ce système est à bout de souffle, qu'il est moribond et que ça ne sert à rien de se cacher la vérité. L'hôpital va mal. C'est vrai. Le système privé libéral va mal. Je ne connais pas une profession de santé aujourd'hui qui aille bien.
on a des pertes de chance de patients qui n'arrivent pas à se faire soigner en temps et en heure, et qui paient souvent 4 fois pour leur santé, qui cotisent à l'assurance maladie, qui paient une complémentaire, qui paient une surcomplémentaire et qui paient un reste à charge. Vous avez raison. Donc le système ne va pas bien. Et tant qu'on n'aura pas changé ce à quoi aucun homme politique ne veut s'attaquer, c'est-à-dire le mode de financement de l'assurance maladie, qui est le même depuis 1947 et qui ne peut plus fonctionner aujourd'hui. On n'y arrivera pas. Je vais vous dire donc c'est facile de dire on va taper les ultra-riches, on va taper un tel, on va mettre 14 tranches d'impôts, mais si vous ne vous attaquez pas à la base de tout, qui est le système de financement de l'assurance maladie, vous n'y arriverez pas. Alors, monsieur, je vais vous dire, je suis d'accord pour qu'on ait ce débat, mais je ne suis pas d'accord avec la conclusion que vous en tirez. Je pense que vous avez raison, je suis d'accord sur le constat. Le système de santé, il est à bout de souffle, il est à l'os, notamment quand même parce que depuis des années et des années, en termes de budget accordé, par exemple, à l'hôpital public, on a été de coupe budgétaire en coupe budgétaire. Ça a quand même une conséquence, monsieur. Ensuite, sur la question du modèle de financement de la sécurité sociale, pourquoi la sécurité sociale, aujourd'hui, on nous annonce des déficits, etc. Parce que depuis des années et des années, on a une politique qui est une politique d'exonération des cotisations. Donc en fait, ce qui est censé financer la sécurité sociale, on a fait des cadeaux en disant non, on va exonérer les grandes entreprises de verser leurs cotisations, etc. Et l'État ne les compense pas. Donc vous avez des exonérations non compensées, c'est à hauteur de 20 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on nous dit dans 10 ans, il va y avoir un déficit de 20 milliards d'euros dans la sécurité sociale. Mais si vous rétablissez exactement le financement de la sécurité sociale sur la base sur laquelle il est assis depuis le début, c'est-à-dire des cotisations, prélevées sur les salaires, alors votre système de sécurité sociale... Mais sauf que... Sauf que on sait très bien, vous et moi d'ailleurs, si on n'est pas complètement fous, on essaye. On sait très bien que dans les 20 ans qui viennent, quantité de métiers vont disparaître, et fort heureusement d'ailleurs, le nombre d'heures de travail va diminuer parce que tout ce qui va être automatisé va remplacer l'homme, et que donc si vous ne taxez pas le produit fini plutôt que de taxer l'homme, à savoir le salaire, mais vous en sortirez pas. Je ne le crois pas, monsieur. D'abord parce que ce que vous appelez taxer le produit fini, il faut quand même dire les choses. Pardon, ça s'appelle la TVA sociale. Ça veut dire un impôt supplémentaire sur la consommation. Donc très concrètement, et je vous en fais pas le reproche, c'est une proposition qui est sur la table, mais c'est une proposition qui va se traduire par une baisse immédiate de pouvoir d'achat. Pour qui en première ligne? Pour les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les 10% des plus pauvres, ils consacrent à peu près 13% de leur budget à la TVA, et les 10% les plus riches, seulement 5% la TVA, de leur budget à la TVA. C'est sur des produits importés, c'est des produits étrangers, ça ne favorise pas la production écoutez, française. Quand même, peut-être ça vous intéresse ce que je suis en train de vous dire. Quand vous augmentez la TVA, ça impacte plus les 10% les plus pauvres que les 10% les plus riches. Donc moi, pardon, j'essaie d'avoir des réponses. Si vous baissez derrière les impôts qui reposent sur le travail, le salaire net se rapprochera du salaire brut. Donc c'est aussi intéressant. Mais vous allez baisser parce que je croyais que c'était pour combler. Je croyais que c'était pour combler le déficit. Ce qui propose la TVA sociale, c'est pour combler le déficit. C'est de baisser les impôts qui reposent sur le travail et que ces impôts reposent sur la consommation. Ils l'ont déjà fait, ça, monsieur Truchot. Ils l'ont déjà fait. Quand ils proposent la TVA sociale aujourd'hui, c'est soi-disant pour faire face au déficit. Ils vont pas rendre aux gens ce qu'ils vont leur prendre. Les partisans de la TVA sociale, c'est pour que ça repose moins sur le travail. Manuel Bompard. Taxer le produit fini, excusez-moi. Taxer la machine. Une taxe sur la consommation. Si j'ai une machine qui me remplace 14 salariés, et qu'elle n'est pas taxée, c'est un débat qu'on peut faire si vous voulez. C'est une taxe robot, mais c'est pas taxer le produit fini, ça. Non, mais moi c'est de ça. Manuel Bompard. C'est un bon débat, il faudra qu'on le poursuive. On pourra le poursuivre. De la France Insoumise avec Antoine Diers, avec Joël Dagosseri, avec Jérôme Marty. Quelle durée de vie vous donnez au Premier ministre François Bayrou, Manuel Bompard? La moins longue possible. Politique, durée de vie politique, je précise. J'entends, bien évidemment. La moins longue possible. Moi, vous savez, j'ai essayé avec mes collègues à 7 reprises depuis le mois de janvier de le censurer. Mais pour l'instant, il a été protégé, d'abord par le Parti Socialiste, ensuite par le Rassemblement National. Enfin, dès le début par le Rassemblement National, mais sur la dernière censure par le Rassemblement National, parce que je pense que la politique qu'il met en place, elle est très mauvaise pour le pays. Donc je pense que plus vite il partira et mieux ça sera pour la France. Il sera remplacé par Monsieur Lecornu ou un autre. Moi, je pense qu'il faut un retour aux urnes, moi. Je pense qu'il faut un retour aux urnes le plus rapidement possible. Une dissolution alors? Soit une dissolution ou une démission du président. Si vous voulez mon point de vue, je pense que la solution qui serait la solution la plus raisonnable, ce serait que le président s'en aille parce que c'est lui qui est responsable. Donc on ne respecte plus les mandats, la durée des mandats. Parce que ça serait un précédent quand même. Mais il y a déjà eu dans l'histoire d'autres fois où des présidents de la République ont démissionné. De Gaulle était parti après un référendum perdu. Il avait dit si je perds ce référendum, je m'en vais. Monsieur Macron pourrait partir après une dissolution perdue.
parce que je pense que personne ne considère que sa dissolution a été une grande réussite. Mais attendez, je dis pas ça pour régler mes comptes avec M. Macron. Pourquoi retourner aux urnes ? Je vais vous dire sincèrement, parce que je pense qu'on est dans une situation de blocage, qu'on a besoin de faire des choses, qu'on n'a pas 2 ans à perdre, et qu'en démocratie, à la fin, c'est le peuple de trancher. Donc il faut un rendez-vous démocratique, chacun vient, propose son projet, et les gens, ils tranchent. Je suis assez d'accord, mais dans la période, je suis pas sûr que vous en sortiez très bien. Mais c'est pas le J'ai sujet. sentiment que vous perdriez beaucoup de Ça, c'est terrain. votre point de vue, mais je vais vous dire, même que si c'est pas le les sujet. désaccords à gauche aujourd'hui, vous arriveriez là, s'il y avait une élection dans quelques semaines, à vous remettre d'accord là d'un seul coup comme Attendez, d'habitude ? je vais répondre à votre question, mais je vais vous dire sincèrement, c'est pas le sujet de savoir qui s'en sortirait bien ou pas bien. Le sujet, c'est de savoir si on pense que c'est ce qu'il faut pour le pays aujourd'hui. Je pense que oui. Après, pour le reste, nous, on est sur le même programme que celui qu'on a défendu l'année dernière. Donc on continuera à le défendre avec ceux qui veulent. Oui, mais la Voilà, question, les Antoine, elle est bonne. Parce que T'as posé la question aux socialistes, c'est eux qui sont partis. Oui, mais sans cette union, vous n'êtes pas le même score. Vous n'avez pas le même nombre de députés. Et surtout, sans le barrage républicain au second tour, Mais vous en savez ça marche rien. pas, votre truc. Et là, Vous en vous savez- seriez encore prêt à appeler à voter pour des députés macronistes au second tour ? Attendez, moi je n'ai appelé à voter pour personne bon et pour Ah aucun bon député macroniste. J'ai Ah appelé bon à battre, LFI j'ai appelé à battre le Rassemblement on sait national très et à bien battre ce que ça veut l'extrême droite. dire. Oui, d'accord. Et j'en suis très fier et très content. Mais Et si ça devait en réalité, vous avez et si je devais participé le au blocage refaire, du pays. et si je devais le refaire, Il n'y a pas de majorité je le qui peut se referai dégager parce totalement, monsieur que Thiers. vous vous mettez Je d'accord sais que avec vous les étiez. macronistes Après, à chaque on va fois parler, pour on m'avait essayer de posé une question. sauver vos miches. Alors, Monsieur, écoutez, mais je on sais, parle en même et temps. je vous en fais pas le reproche, vous avez le droit, vous l'avez assumé. Je sais que vous étiez dans l'équipe de campagne de monsieur Zemmour. Donc je veux vous dire les choses avec franchise et de manière très simple et très claire. Ouais. Pour vous combattre, je suis prêt à faire plein de choses. Et donc, Y compris évidemment que je pense que faire si vous élire par des étiez arrivé au macronistes. pouvoir, malheureusement, comme l'annonçaient les sondages au moment de la dernière élection législative, on aurait eu à peu près la même politique en matière économique et une politique encore plus ravageuse en Mais matière alors, de c'est défense des contradictoire parce que libertés, vous de dites c'est défense le de la peuple qui est démocratie. souverain, sauf Ouais. quand c'est le RN, quoi, en fait. Mais j'ai pas dit ça. Vous le dites c'est au peuple peuple de Non, décider. mais il y a Mais si des- le peuple veut le RN au Non mais très pouvoir, bien, mais c'est le peuple qui décide, monsieur. Mais en fait, il y a une campagne électorale et dans cette campagne électorale, j'ai le Mais droit de dire que je reconnaissez- considère que les mais solutions reconnaissez que proposées c'était par l'extrême droite incongru d'entendre sont des Gabriel solutions Attal extrêmement graves. appeler à voter pour des insoumis et vice versa. Enfin, c'est Je oui, trouve mais- ça plus incongru de voir le Rassemblement national sauver les miches de monsieur Bayrou. Mais oui, mais c'est la même depuis- chose. à cette C'est la même reprise. chose. Non, parce que ça a des Mais c'est la conséquences même très chose. concrètes en matière Mais de pardon, politique. en fait, c'est incompréhensible pour les Français qui sont pas dans cette tambouille Mais si, politique. c'est Ils se très disent, compréhensible. On entend donc Non, des mais c'est macronistes incroyable, appelés à monsieur voter Truchot. insoumis, Monsieur vice Truchot, versa, et monsieur ensuite Truchot. ces gens-là se détestent. Vous venez de me dire que ce sont les électeurs qui doivent décider. Vous êtes d'accord? Ah oui. Au deuxième tour de l'élection législative, moi, j'ai forcé aucun Quand électeur. vous retirez des candidats, ça enlève quand même un choix. Non, mais les électeurs, ils ont choisi. Non, S'ils vous avaient retirez envie des de- candidats, Très vous bien. n'avez plus le choix. Mais ensuite, si les électeurs avaient envie de rester chez eux, ils seraient restés chez eux. Si le Rassemblement national a été battu aux dernières élections législatives, c'est parce que les électrices et Oui, les ils électeurs ont pas les ont été battus. plus Là, je vous moins rejoins. battu. Non, mais Bon, je vous rejoins. stop, C'est quoi. important parce que c'est un paramètre de l'équation qui n'est jamais Bah, évoqué. stop, C'est-à-dire, quoi. on dit vous avez volé l'élection parce qu'on a fait des alliances qui sont des alliances contre nature, etc. On dit pas mais voler, personne on dit que force les ces gens à alliances voter. contre J'ai nature fait dans Mais aucune non, alliance mais à ce moment-là, celui qui ne veut pas voter, il reste chez lui. Bah voilà. Donc il fait un choix, Non, mais- il vote. Point barre. J'ai Par juste contre, dit par que le contre, blocage actuel Par était lié contre, à juste ça. une chose, il y a une différence entre l'homme politique hors période électorale et l'homme politique en période électorale. Et donc le départ des socialistes, cette espèce de théâtralisation, de grosses fâcheries au sein de la gauche et tout, je te spoil ce qui va se passer. Si Macron s'en va demain, tout le monde se rabiboche, tout le monde se remet ensemble et le truc J'en et sais l'union de rien, la gauche je se suis pas recrée. sûr. Si, Me si. suis parce qu'il y a une Si. victoire à avoir et que vous ne pouvez pas l'avoir sans les socialistes Attendez. et que les socialistes ne peuvent pas mais- avoir de poste sans vous. Donc c'est pas, il faut pas Attendez. être en clair pour deviner que S'il vous l'union se plaît, refera. s'il vous Tout le plaît. reste c'est Aux dernières élections c'est plus présidentielles, la candidate du Parti Socialiste, elle a fait moins de 2%. Donc il est Mais tout c'est à bien fait pour ça possible. qu'elle serait Vous avez reviendra besoin vers vous. d'une Donc, assemblée. pardon, C'est bien mais pour ça qu'elle reviendra vers ah vous. ben ça, vous leur poserez la Parce que- question à eux. Mais moi, mon sujet, c'est pas celui-là. Mon sujet, c'est qu'est-ce que je propose au pays, au peuple. Ensuite, le peuple, il tranche. Vous avez raison, c'est la démocratie. Mais Moi, si je vous pense qu'autour du proposez- programme que je défends aujourd'hui, que nous défendons avec mes collègues, je pense qu'il peut y avoir une majorité. mais Je justement, pense qu'on peut gagner sur- les élections présidentielles sur ce Sur ce programme. que vous Sauf que vous n'êtes proposez, pas d'accord sur ce que entre vous. vous proposez, si par exemple le président démissionne, donc il y aura Oui. des nouvelles élections présidentielles. Mélenchon candidat Sur, encore voilà, sur ce que vous proposez, c'est la vraie moi question. je crois qu'il y a un vrai souci au niveau de Jean-Luc Mélenchon, si c'est en tout cas lui qui sera candidat, parce que autant on a une détestation d'Emmanuel Macron dans le pays, autant on retrouve aussi une détestation de Plus Jean-Luc importante, Mélenchon. Mmh, Donc madame, ça pose quand même problème sur la solution que vous proposez en matière d'hommes. je crois pas, madame. Peut-être pas de projet, mais déjà un projet oui, mais bon, en Madame, matière d'hommes. vous savez, pardon, je vous en fais pas le reproche, mais moi, ce refrain, on me l'a déjà servi entre 2017 et 2022. On m'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la personne la plus impopulaire. Vous allez voir ce que vous allez voir.
À l'élection présidentielle d'après, il a fait 22%. Il a fait le plus gros score qu'il a jamais réalisé lorsqu'il a été candidat lors de 3 élections mais il n'est pas présidentielles. parti non plus. Donc la aux troisième autres. fois sera la bonne. C'est pas le second tour non La plus. quatrième fois, pardon. Vous savez, sera la bonne. madame, pardon, mais on est en démocratie. En démocratie, le juge de paix, c'est les électrices et les électeurs. Pas les enquêtes d'opinion, pas les sondages, pas les trucs de popularité qui se trompent toujours. Hein, aux dernières élections législatives, il y avait 27 sondages sur 27 qui disaient que l'extrême droite allait sortir en tête, allait avoir le plus grand nombre de députés. Hein, entre la dissolution de l'Assemblée nationale et le deuxième tour des élections, il y a eu 27 sondages. Et les 27 disaient que le RN allait avoir le plus grand nombre de députés. Moi, je suis d'accord avec vous. Stop. Je pense qu'on Moi, je fais de la sous-estime le politique candidat pour Mélenchon à convaincre chaque sur fois, le programme, comme le fait c'est Joël. tout. Je suis d'accord Et avec après, vous. les gens, ils aiment bien, ils aiment pas, c'est la vie. Je suis d'accord, on sous-estime le candidat Mélenchon à chaque fois, et à chaque fois on répète la même chose, c'est la fois de trop, etc. Il fait un bon score, sauf qu'il fait pas le score suffisant pour passer le deuxième tour. Et c'est ça la vraie question, c'est comment la gauche se retrouve au deuxième tour. Parce que c'est bien de faire un très bon score. Très bien, mais vous avez raison, J'imagine que l'objectif c'est Mélenchon, d'être au deuxième tour et de gagner. Voilà, il se présente pour gagner. Bon, la première fois on a fait 11%, la deuxième fois on a fait 19%, la troisième fois on a fait 22%. Reconnaissez au moins qu'on progresse. Qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, il nous manque le fait qu'il y a encore trop de gens qui restent à la maison, il y a encore trop de gens qui vont pas voter le jour de l'élection présidentielle, qui pensent qu'on va pas y arriver, qui pensent que c'est trop dur, jeunes, etc. La jeunesse, les quartiers populaires, des gens qui votent très largement pour nous aujourd'hui, mais qui sont seulement 50, 55, 60% à voter le jour de l'élection. Mais s'ils votent au même niveau, vous savez, je vais vous dire une chose, s'il y avait eu le même taux de participation de la jeunesse, des quartiers populaires que l'ensemble de la population à la dernière élection présidentielle, on était au deuxième tour. Voilà. Donc après, sauf que l'élection présidentielle, ce sont les personnes les plus âgées qui finalement. C'est précisément ce que je suis en train de vous dire. Donc moi, je profite du micro, je passe le message aux gens qui nous écoutent, la jeunesse, les quartiers populaires. Si vous restez à la maison, si vous n'allez pas voter, si vous laissez les plus riches aller voter, vous étonnez pas qu'à la fin la politique soit mise en place, soit pour les plus riches. Voilà. Donc emparez-vous de l'élection, et si vous vous emparez de l'élection, on peut tout changer. Un des premiers gros tests pré-présidentiels, ça va être les élections municipales l'année prochaine. Ça, c'est le prochain, sauf dissolution ou élection présidentielle. Combien de mairies pensez-vous emporter? Pour l'instant, on en a pas beaucoup. On en a à peu près 2 de mairies de communes de plus de 10 000 habitants. Donc moi, je me fixe pas d'objectif très ambitieux. Je pense qu'on peut que progresser dans cette élection. C'est-à-dire alors on va essayer de Marseille. Non, mais sérieusement, combien à peu près vous pourriez? Je sais pas. J'imagine que vous avez regardé la carte électorale. Oui, bien sûr, je la connais, mais je suis pas là pour faire des pronostics, moi. Vous savez. Non, pas les pronostics. Attendez, l'objectif, la question. Je comprends que vous me posiez la question comme ça, mais la question des élections municipales, c'est de pas savoir si la France insoumise va avoir plus de communes. C'est comment on répond aux problématiques et aux préoccupations des habitantes et des habitants de ces communes. Donc moi, pardon, mais je commence par dire quelles sont les propositions qu'on va mettre sur la table. On a parlé de sécurité tout à l'heure. Moi, par exemple, je suis pour la gratuité de la cantine scolaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans plein de communes et dans plein de quartiers populaires, les gamins, à la cantine, c'est leur seul repas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne pas les impôts, ça coûte pas très cher. Est-ce que vous ne risquez pas de vous soumettre à la même problématique en fait, à laquelle a été soumise Macron, qui est le fait de gouverner un pays sans avoir d'assises de base? C'est-à-dire le macronisme, quand Macron est arrivé au pouvoir, ils n'avaient aucune ville. Et donc, ils n'avaient pas de retour au terrain, parce qu'il n'y a pas de ville. Comment on peut prétendre à la magistrature suprême en ayant 2 villes? Alors attendez, monsieur. C'est une vraie question. Hein. Je comprends votre question, mais pardon, les retours au terrain, c'est pas que les élus locaux. Là, vous avez raison, c'est que Macron était complètement déconnecté. Il y a toute une part de notre République qui est basée là-dessus, quand même. Hein. Oui, mais d'accord, mais bon, il y a aussi les corps intermédiaires, comme on dit, c'est pas que les élus locaux. Moi, je suis en lien avec les associations, avec les syndicats, avec les collectifs, avec les gens qui travaillent sur le terrain, et j'ai pas l'impression. Moi, vous savez, je suis toutes les semaines. J'ai la faiblesse de penser qu'un maire est quand même plus lié à ses administrés qu'une association de pétanque. Pardon, je vous propose de venir avec moi. Moi, je suis toutes les semaines dans ma circonscription. Et je ne crois pas ignorer trop les problématiques des habitantes et des habitants de ma circonscription. Mais cette idée que finalement il faudrait être aussi, pardon, c'est pas ce que vous avez dit, mais certains le disent, être élu local pour être un bon élu national. Non, c'est pas ce que je dis. Ouais, non, c'est ça, j'ai jamais cru ça. Une dernière question, Manuel Bompard. Est-ce que vous craignez la commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et l'islamisme et l'anti-islamisme? Je crois que c'est une idée pathétique et ridicule de mon point de vue, mais je pense que ça risque d'être surtout un boomerang pour ceux qui l'ont engagé, puisque vous savez que c'est plus une commission d'enquête sur la France insoumise, puisque celle-ci a été retoquée, c'est une commission d'enquête générale sur les liens entre les formations politiques et des réseaux terroristes. Donc, puisque cette commission d'enquête va avoir le jour, j'espère qu'on pourra convoquer par exemple M. Sarkozy, dont les liens avec la Libye sont assez avérés, y compris d'un point de vue judiciaire. J'espère peut-être qu'on pourra convoquer des dirigeants du Rassemblement national. Il semble que ce soit un ancien membre du Rassemblement national qui ait fourni les armes de l'attentat de l'Hypercacher, par exemple. Vous voyez, si on veut faire une commission d'enquête sur les liens entre les formations politiques et les réseaux terroristes, c'est pas à la France insoumise que ça va faire du mal, parce qu'à la France insoumise, il n'y a aucun lien
avec des réseaux terroristes ou des réseaux islamistes ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas le cas de toutes les formations politiques. Merci. Donc je pense que c'est une idée ridicule, mais si elle voit le jour, je crains pour les autres que ça se retourne comme un boomerang. Merci Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Merci d'être venu à vous. débattre avec Bonne journée. avec les grandes gueules.